Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce 5e épisode du podcast Les Pissenlits. Nous sommes aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, vendredi le 10 avril 2020. C'est vendredi saint et certains d'entre vous, en fin de semaine, vont souffrir d'une pénurie apparemment de chocolat de Pâques. Mais surtout, je pense qu'on est collectivement en manque de voir nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, nos amis. Ouais. J'espère que tout le monde va quand même bien, malgré tout, et que le moral tient bon. Aux 2 derniers épisodes du podcast Les Pissenlits, on a parlé d'entraide. C'est un sujet finalement qu'on aime pas mal, parce que ce soir, on va encore parler d'entraide. On ne se tanne pas du sujet. Donc, cette semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer en fait le sujet de l'entraide dans son expression improvisée, spontanée, à titre citoyen. Puis, en même temps, on aimerait ça aussi l'explorer, nous 5 ensemble, là, dans sa forme un peu plus organisée, structurée et planifiée, etc. Donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce que ces deux manifestations-là de l'entraide peuvent cohabiter ou pas. Voilà, alors on a 2 invités, on est moins nombreux ce soir, mais c'est pas grave, c'est la qualité qui compte, n'est-ce pas? Peut-être le podcast va être un peu plus court. Donc on a 2 super invités pour parler d'entraide avec nous. Donc je vous présente Annie Saint-Jacques, Annie a habité, travaillé longtemps à Montréal. Notamment, elle a travaillé comme fonctionnaire dans une unité spéciale des Forces armées canadiennes, où elle me disait avoir eu une super belle expérience avec des gens généreux, inspirants, etc. Donc, elle sentait vraiment qu'elle avait sa place dans cette équipe-là. Par la suite, elle aurait voulu relever un nouveau défi professionnel et elle aurait été travailler au quartier général de la GRC et apparemment que là, ça aurait été moins bien. En tout cas, elle a regretté son choix. Finalement, elle a décidé, après avoir rencontré l'homme de sa vie, son Gérald, ils ont décidé de quitter la ville, lâcher le travail, tout vendre et aller vivre à la campagne pour adopter un mode de vie qui tend vers l'autosuffisance avec la permaculture, l'élevage d'animaux, de chèvres, moutons, poules, etc. Donc, Annie a créé sa petite entreprise qui vend des produits alimentaire qu'elle fabrique elle-même à partir de ses cueillettes forestières, n'est-ce pas? Donc, ça s'appelle la Maison du Bonheur. Ouais. Et en janvier 2007, Annie a eu la bonne idée de mettre sur pied un groupe Facebook qui s'appelle La Maison du Bonheur, Partage et Entraide. Donc, c'est surtout de ça dont on va parler ce soir. Le groupe avait pour but, au départ, de mettre ensemble une petite communauté de voisins et de voisines à Sainte-Julienne. Donc, Annie et moi, on est des voisines. On habite dans le même village. Ce groupe Facebook-là, maintenant, grandit et contient plus de 150 personnes qui sont membres du groupe et ça déborde largement notre village. D'ailleurs, Hélène, qui est à Chersey, en fait partie. Dominique, ici présent, qui est à Rawdon, en fait partie aussi. On a des gens de Saint-Damien, de Saint-Norbert, de Saint-Lin, un peu partout. Donc, on va parler de comment l'entraide s'organise à travers cette communauté-là de la Naudière. Notre autre invité, qu'on est super content d'avoir aussi avec nous ce soir, c'est Yvon Desrochers, qui habite à Joliette. Donc, on est vraiment une gang de la Naudière ce soir. Yvon a été coopérant international au Niger en 2008 puis en 2009. Et il travaille présentement au CLSC de Repentigny comme organisateur communautaire. Ça fait déjà depuis 23 ans qu'il fait ce job-là. Dans le cadre de ses fonctions, Yvon, entre autres choses, il élabore des communautés bienveillantes. Moi, quand il m'a dit ça, je me disais, Colin, avoir une job, là, c'est le genre de job que je voudrais avoir. Être payé pour faire des communautés bienveillantes, mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu absurde aussi, qu'on paye des taxes pour payer quelqu'un qui fait des communautés bienveillantes. En tout cas, c'est spécial. Bref, il travaille là-dessus. Dans son équipe aussi, il se fait surnommer Monsieur Popote pour avoir mis au monde et chouchouté la création d'une popote roulante dans la Naudière Sud. Et son plus gros dossier là, sur lequel il travaille de façon spécialisée depuis 20 ans, c'est de nourrir et créer le réseau d'entraide pour les proches aidants. Fait que si on parle d'entraide, on voit une sandwich. Là. C'est l'entraide du réseau des proches aidants. Ça fait bien du monde.
Alors, on peut dire que dans son cas, l'entraide, c'est ça, c'est son pain et son beurre dans la vie. Alors, Annie et Yvon, super bienvenue au podcast Les Pissenlits. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous ce soir. Alors, on va commencer sans plus tarder avec les questions. Est-ce que quelqu'un parmi mes deux autres camarades de podcasteurs voudrait poser une question? Dominique, prends la POC. Oui, ouais, ben, c'est ça, parce que si je me rappelle bien, c'est moi qui ai eu l'idée en premier de proposer Annie comme invitée il y a quelques semaines de ça. Oui. Parce que justement, on avait commencé à parler d'entraide, peut-être, je pense, durant le deuxième podcast, deuxième épisode. Puis, ben, c'est ça. Moi, je me souviens, Annie, j'avais été chez vous dans un dîner collectif avec Hélène en 2018. C'est là les premiers contacts que j'ai eus avec vous autres. Là, Hélène m'avait parlé du groupe Facebook. Je me suis mis membre. Là, sans te connaître beaucoup, sans avoir nécessairement utilisé les services de la Maison du Bonheur, j'ai quand même été témoin, parce que je suis beaucoup sur Facebook, d'amis qui ont mis des annonces, puis qui se sont entraidés, puis je voyais les commentaires, les lectures, puis quand je disais ça, puis quand on a parlé d'entraide, ben spontanément, dans ma région, c'est ça qui est venu à ma tête tout de suite. Fait que c'est pour ça qu'on avait proposé ton nom. J'avais proposé ton nom. Fait que c'est ça, moi, on se demandait qu'est-ce qui t'avait donné l'idée de démarrer ce groupe-là Facebook en arrivant ici, puis pour favoriser le partage puis l'entraide. D'où est partie l'idée de ça? Je pense que initialement, j'avais ça en moi à cause de ma mère, qui a fait tout le temps beaucoup de bénévolat, puis qui était tout le temps ouvert aux différences, à l'entraide, tout ça. Puis j'ai aussi mon conjoint qui a travaillé en Afrique. Il a fait de l'aide humanitaire en Afrique aussi. Fait que par ricochet, tu es témoin de trucs qui fait que ça te touche au cœur, puis tu as envie de faire quelque chose. Puis quand on était un court laps de temps, on a habité à peine un an à Mont-Laurier. Puis j'ai rencontré des personnes vraiment généreuses tout de suite, qui veulent t'aider, qui t'amènent des trucs, qui disent Annie, non, regarde, fais ci, fais ça, tu vas voir, ça va être le fun. Puis j'ai rencontré des personnes qui m'ont inspiré beaucoup. Puis là, ben, ça avait germé à Mont-Laurier de faire ça, ce groupe-là. Puis, bon, ben, par la force des choses, il a fallu revenir dans la Naudière. Et puis, j'ai croisé des personnes tout de suite qui je sentais que comment je faisais ça? Ils m'ont inspiré à le faire ici. Il y a tout le temps, je faisais tout le temps des rencontres, des rencontres, comment je peux dire ça? Le fruit du hasard, puis ces personnes-là, je voyais que, bon, ben, ça se greffait, une amie comme ça, tu sais, c'est comme ça, Hélène, par le fruit du hasard que je t'ai rencontrée. Puis, tu sais, par ricochet, plein de personnes comme ça. Là, je me suis dit, il me semble que là, ça serait le temps là, de le mettre en place. Puis la Maison du Bonheur est née comme ça. Le nom vient de mon conjoint pour notre maison à nous. Puis par ricochet, ben, j'ai dit, ben, pourquoi pas qu'on fasse ça comme ça, que là, mais non, là, parce que je trouvais ça inspirant. Mais j'ai pas beaucoup de mérite là, pour la création du groupe parce que, comme je disais, c'est les gens qui se sont greffés à moi quand j'ai déménagé dans la région qui ont fait que ça s'est créé tout seul, pratiquement. Ah, cool. Pardon. Hélène, tu veux-tu prendre le micro? Oui, mais en fait, je trouve ça toujours intéressant de voir comment, quand on fait quelque chose comme ça qui semble facile et naturel, qui coule de source, comme s'entraider, entre autres, parce que je pense que c'est quand même pas mal dans la nature humaine, là, dans le fond, ça semble facile. Puis, qu'on ne prend pas nécessairement la mesure ou le crédit de qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que il fallait quand même que tu le fasses, Annie, de démarrer ce truc-là. Puis c'est comme nous, on a démarré un podcast, puis finalement, on ne pensait pas du tout faire ça à toutes les semaines. Puis il y a tellement de choses qui sont enlignées. Les astres se sont alignés, je pense. Fait que quelque part, je pense que ça
ça rejoint un peu cette façon-là que quand on fait les choses de la bonne façon, dans un but d'entraide, justement, de coopération, ça semble vouloir mieux fonctionner que quand on fait le contraire. Ouais. Mais est-ce que tu as été surpris par l'ampleur que ça a pris? Parce que finalement, il y a pas mal de monde dans ton groupe. Bien, il y a pas mal de monde, mais initialement, je m'étais dit que je voulais qu'elle soit petite. Fait que j'ai une amie qui s'est greffée au groupe pour m'aider là-dedans. Puis, on s'est dit, je voulais que ça reste petit pour qu'il y ait vraiment de l'entraide puis du réseautage direct. Tu sais, que je ne voulais pas avoir un gros groupe que tu te perds là-dedans. Fait qu'on voulait que ça reste positif, du réseautage direct, de l'entraide directe. Fait que là, le 150 personnes, je le trouve gros. Mais par contre, la dynamique est super belle. Fait que peut-être que je pense que par la force des choses, les gens qui se sont greffés fait que la dynamique elle reste belle et positive. Fait que je me souhaite que ça continue comme ça parce que là, ça vague doucement puis je trouve ça beau qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu les connais, les 150 personnellement? Non, non. Je dirais que peut-être le trois quarts que je peux dire que je les ai croisés à un moment donné ou que, tu sais, dans mes marchés, ils me disent « Hey, c'est toi la Maison du Bonheur, je suis dans ton groupe. » Puis, tu sais, fait que, mais j'ai développé des belles amitiés avec plusieurs personnes dans le groupe. Puis, je dirais que les visages, trois quarts des gens à peu près, là, ouais. Je pense qu'ils Et, vont. pour ceux qui ne connaissent pas la Maison du Bonheur, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'entraide qui se font avec le groupe? Oh, mais ça part du simple message de dire une amie qui, bon, ben, elle a elle a fait le ménage du linge de ses enfants, puis elle veut le donner, fait qu'elle va l'afficher là-dessus, ou bien quelqu'un qui est dans le chenoute et qui cherche un trailer pour en fin de semaine parce que là, il est arrivé X affaires, puis là, ben, les gens vont s'offrir. Quelqu'un qui est mal pris, il faut qu'il fasse ses foins en fin de semaine, puis c'est ou bien un exemple concret, une jeune famille qui, je pense que c'était en tout cas, beaucoup d'enfants, puis le tout petit devait être à Sainte-Justine, puis là, la maman, il fallait qu'elle l'accompagne, mais là, le papa était à la maison avec 5 ou 6 enfants. Puis là, on s'est dit, hey, on leur remplit le congélateur, puis on leur fait de la popote pour que, tu sais, là, il n'y ait pas à se préoccuper de ça. Fait que, tu sais, ça part de la petite affaire à quelque chose que les gens se regroupent pour faire de la popote pour aider quelqu'un. Fait que ça va là, de tous les pôles d'entraide. Puis c'est fun parce que c'est vraiment un réseautage qui est très actif. Là. Puis très, comment on dit ça? Spontané, vraiment spontané aussi. Ouais. Un des deux thèmes de ce soir, un des deux sous-thèmes de ce soir, c'est de l'entraide spontanée. Je pense qu'Yvon, tu avais une question pour Annie. J'avais la même question que Dominique. Je voulais avoir des exemples concrets de comment ça se met cette entraide-là. Est-ce que, dans le fond, en complément, est-ce que tu dis que c'est spontané, mais est-ce que vous avez un peu, au début, essayé de favoriser des échanges entre les personnes ou ça s'est vraiment fait de manière spontanée? Bien, en fait, on pose des questions aux personnes qui veulent se greffer au groupe. Et puis, dans ça, on dit qu'on favorise un réseautage direct d'entraide. Il y a des balises précises qui sont mises justement pour que ça reste positif, puis que ça reste au premier degré, qu'il n'y ait pas trop de sous-intention en arrière de ben je t'aide, puis en retour, on va faire du bien pour X ça fait. Fait que c'est vraiment là, au premier degré, puis je ne sais pas comment ça se fait, là, mais depuis le début du groupe, moi, ça me dépasse. À chaque fois, je vois comment que les gens ils aident quelqu'un qui ne connaît pas, qui est dans une autre municipalité, puis que c'est... Ouais. Moi, j'ai quelques exemples aussi que je pourrais partager. Là.
Oui. Parce que je fais partie du groupe aussi, puis je suis quand même relativement active sur ce beau groupe-là. Puis à un moment donné, il y avait une de nos amies qui avait, je la connaissais pas, c'est devenu une amie après, là, mais qui avait publié qu'elle avait besoin de quelqu'un pour aller la reconduire pour un rendez-vous médical, parce qu'elle était pour être, mettons, droguée pour son examen, puis elle ne pouvait pas conduire en revenant. Fait que, tu sais, c'était comme très vulnérable pour elle de demander quelque chose comme ça, tu sais. Fait que là, j'y ai écrit, je dis, garde, cette journée-là, moi, j'ai pas de rendez-vous client, je pourrais aller t'aider, je pourrais aller te reconduire. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir allé à l'hôpital pour un examen, il fallait que quelqu'un vienne me reconduire. Fait que, tu sais, fait que c'est ça, je lui ai rendu ce service-là, puis on est devenus vraiment plus amis. Grâce à ça, on a soupé ensemble après, puis tout ça. C'est vraiment de toutes sortes d'ordres. Puis des fois, c'est juste des gens demandent de l'aide, puis d'autres fois, ça va être de l'offre. Je vois, comme par exemple, des gens qui vont offrir des semences qui ont en trop ou des plants qui ont en trop. En ce moment, c'est la saison du jardinage qui commence. Puis, des gens qui vont... une amie herboriste qui avait besoin de résine de pin dernièrement pour soigner l'écorce d'un de ses cerisiers. Là, il y a quelqu'un qui a dit « Viens dans ma forêt, j'en ai. » Fait que c'est vraiment effectivement très spontané finalement. Hein? Ouais. Ouais, juste l'exemple des semis, c'était vraiment rigolo cette semaine parce que il y en a un qui a mis une annonce comme quoi il y avait une caissette pleine de poivrons. Ouais. Puis là, ça s'est tout organisé. Ah, moi, j'en veux, moi, j'en veux, moi, j'en veux, moi, j'en veux. Ils ont fait un petit sous-groupe où ils ont rassemblé tout le monde qui en voulait pour essayer d'organiser le transport parce que là, c'est vraiment pas évident, en plus, avec la COVID, de rejoindre tout le monde. Puis là, mais il y en a qui se sont mis à rajouter des affaires dans l'espèce de panier d'échange qui allait se passer, des abreuvoirs à poules, des semis de tomates, en tout cas, ça a tout réseauté comme ça, puis pouf, 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 tout le monde a obtenu chez eux. Moi, j'ai des abreuvoirs puis des semis de poivrons, puis c'est arrivé, tu sais, comme je ne m'attendais pas à ça, je l'avais pas sollicité, mais juste le fait d'être sur le groupe, d'être actif, de suivre ce qui se passe, il y a toutes sortes de choses magiques qui se passent. C'est comme ça que j'ai rencontré un de mes voisins qui est à 5 minutes ici, parce qu'il avait mis une annonce qui cherchait de l'aide ou de la compagnie pour brasser de la bière chez lui. Puis j'ai découvert qu'il était juste à côté ici. Puis depuis ce temps-là, on s'aide avec plein de trucs parce que justement, on n'est pas loin. Tu sais, moi, je lui donne des œufs, lui, il me donne n'importe quoi, une bière. Fait que, il y a toutes sortes d'échanges comme ça à petite puis grande, plus ou moins grande échelle. Là. Parce que des fois, il y a vraiment des billes qui s'organisent aussi pour... comme Annie parlait tantôt pour les foins et tout ça. C'est vraiment assez impressionnant comment ça... Puis c'est auto-régulé aussi. On n'a pas besoin... En tout cas, moi, j'ai jamais vu... Annie, je ne sais pas si tu peux peut-être nous partager, mais il n'y a pas vraiment de modérateur là, qui vient taper ses doigts à personne. Là. Il n'y a pas de troll. Bon, c'est un groupe qui est fermé, par contre. Il faut effectivement... Oui. Oh, oui, il faut... C'est les gens qui font une demande pour devenir membre, puis c'est un groupe fermé. C'est important que ça reste comme ça parce qu'il faut embarquer dans cette vague-là là, sur Facebook de trolls qu'il y a, puis de tout ça. Il faut vraiment que ça reste fermé, puis tu sais, même si on est 150, il y a comme un air d'intimité là-dedans que tu sais, plein de gens qui se passent, puis qui ont... ailleurs, ils n'oseraient pas demander, mais que là-dessus, ils vont le faire parce que, tu sais, c'est ça, c'est fermé, c'est à petite échelle aussi. Il y a le facteur humain, malgré les 150 quelques personnes, le facteur humain est là, tu sais. C'est le côté positif de Facebook qui ressort, on va dire. Oui. C'est excellent. Ouais. Et est-ce que le COVID-19, ça a changé quelque chose dans la dynamique du groupe? Bien, en fait, non. Moi, je pense que la base était déjà là pour l'entraide et la solidarité. Fait que je pense que ça a été juste comme une continuité. Je pense que ça a juste fait que des petits groupes, il y a des sous-groupes qui se sont soudés. Puis que ça va faire des petits sous-groupes d'entraide entre eux pour aider, pour aller porter l'épicerie ou des choses comme ça, mais c'est comme si c'était vraiment la continuité de ce qu'il y avait déjà entamé au groupe. Ça a peut-être juste fait ressortir les choses positives encore plus,
mais ça n'a pas... je pense qu'on était déjà dans ce vent-là de solidarité. Fait que je crois pas que En tout cas, je sais pas, là. Peut-être que vous autres, les filles, peut-être que vous avez vu, non? Ben, moi, j'ai comme l'impression que c'est la résilience. Quand on parle de résilience, ben, le groupe est comme déjà prêt à vivre des événements désagréables, même parfois traumatisants, comme ce qui se passe là. Mais il y a déjà de l'entraide qui se fait. Il y a déjà une culture, là, dans le fond, qui est en train de s'établir dans ce groupe-là, mais qu'il y a d'autres groupes au Québec qui le font aussi. Puis, si justement on multiplie ça puis on n'attend pas qu'il nous arrive des trucs comme qui arrivent présentement, ben je pense qu'on prend de l'avance un peu sur ce qui s'en vient. Là, on ne connaît pas l'avenir, mais dans toutes les... j'ai lu ou regardé des vidéos sur la collapsologie, l'effondrement et tout, j'ai jamais entendu parler de pandémie là-dedans. Même Pablo Servigne, il disait qu'il avait été surpris par ça. Mais en même temps, c'est ça. Il y a une culture qui s'installe. Puis moi, en tout cas, je trouve ça magnifique, ce groupe-là. Moi, je vois des posts là-dessus, puis ça me touche au bout. L'entraide spontanée qu'il y a là-dedans. Là. C'est vraiment félicitations. Même si je sais que tu ne veux pas prendre tout le mérite de ça, puis c'est plusieurs qui se sont mis ensemble, fait rien, il a fallu quand même quelqu'un qui prenne l'initiative de se dire OK, on fait quelque chose, là, puis on le met en place. Je suis émue. Je suis émue parce que, en tout cas, il arrive des choses dans la vie qui font que, tu te dis, bon, ben, écoute, t'oses pas le prendre parce que, c'est une histoire de groupe, puis il y a tellement de belles choses, mais je suis émue parce que, ça reste, comme je disais tantôt, tellement spontané. Mais, excusez-moi, là, j'ai les... Mais je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui avaient vu le film Demain, le film. Je le répète souvent, ça, parce que moi, c'est venu me chercher. Là, j'ai fait comme maudit. Oh, excusez. C'était venu me chercher, puis c'était des bases aussi que ma mère, elle croyait. Puis, tu sais, là, j'ai regardé ce film-là, j'ai dit à Gérald, mon conjoint, j'ai dit, c'est nous autres, ça. C'est nous autres, puis il faut le faire ici. Ça, je pourrais dire que ça, c'est la petite graine qui a germé dans ma tête. Demain, le film, c'était moi puis mon chum, puis c'était comme, OK, non, là, faut dans... Puis il y avait une phrase aussi qui m'avait marqué, que c'était, une personne à la fois, un voisin à la fois, un petit groupe à la fois, un village à la fois, puis tout ça. Fait que peut-être que ça a été la base qui fait que toutes ces personnes-là qui se sont greffées de fil en aiguille. J'en parle tout le temps de ce film-là parce que je trouve que les gens qu'on voit dedans, c'est des gens qui m'ont touchée à différentes sphères. Puis tu sais, on a tout ce côté-là d'avoir une certaine autosuffisance sans... mais comment je pourrais dire ça? Je m'éparpille, là, mais tu sais, le groupe, c'est comme une forme d'autosuffisance à quelque part parce que tout le monde a des particularités qui fait que ils se s'entrecroisent puis ça fait comme des mailles serrées, si je peux dire ainsi. Tu sais, à la place d'être chacun dans ton coin puis à faire tes petites choses toute seule, puis ben là, au moins, ben tu t'entoures de gens qui te complètent. Fait que si demain, il arrive quelque chose, ben on va avoir notre petite gang pour s'entraider puis créer quelque chose qui va faire que, oui, il y a peut-être des effondrements qui vont arriver, il y a peut-être des choses qui vont arriver, mais nous, ben notre base, elle va être là. Je pense bien. Je pense, en tout cas, je veux pas que ça soit comme utopique, mais je me dis, c'est une base, il y a une partie de concret, en tout cas, là-dedans, là, je pense. Oui, vraiment. C'est clair. Tout à fait. Merci, Annie. Oui. Oui, vraiment. Ben, on n'a pas fini d'en parler, mais oui, c'est ça. T'as-tu la boîte de Kleenex pas trop loin? Oh oui, je viens de l'enligner, là. Je m'excuse, cette affaire-là. Là. Ah, c'est bien.
Ça vient du cœur, tellement. On pourrait essayer de toucher Yvon, là, maintenant. OK, là, on fait pleurer Yvon. Let's go! Ça risque d'être autre chose. Lui est habitué dans le communautaire à avoir toutes sortes de choses assez émotives, j'imagine. Yvon, Oui, dans l'entraide aussi, à tous les niveaux. Les proches aidants aussi, là, beaucoup, hein? Ouais, ben, moi, il y a beaucoup d'entraide qui se passe au Québec, là, dans le milieu communautaire. Souvent, on n'est pas conscient là, de tout ce qui peut se faire, de tous les réseaux qui existent. Moi, c'est sûr que je travaille principalement dans le secteur des personnes âgées ou des personnes handicapées, ou aussi au niveau de l'immigration, mais c'est extrêmement riche, là, l'entraide qui peut se manifester ou se produire. Je ne sais pas par où commencer. Écoute, vas-y donc, Hélène. Oui, là, on parlait comment, Annie, c'est vraiment spontané, comment ça se passe dans le groupe, mais dans les milieux communautaires, toi, je pense que ton travail, c'est beaucoup plus d'organiser cette entraide-là aussi, non? Est-ce que je me trompe? Oui, habituellement, il y a deux principales éléments déclencheurs. Souvent, il y a quand même si je parle des aidants naturels ou des proches aidants, il y a souvent des nouveaux phénomènes sociaux. Bon, les proches aidants, on en parle beaucoup, mais il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Il y a, par exemple, des groupes, des problématiques que j'ai travaillées. Par exemple, les parents qui avaient des enfants hyperactifs il y a 20 ans, il n'y avait rien qui se faisait pour eux. Donc, souvent, soit les besoins vont être identifiés par les groupes, les intervenants du milieu, ou d'autres fois, c'est les citoyens des groupes de citoyens qui vont être là, ça n'a plus d'allure, je ne sais pas moi, un parent d'enfant hyperactif, il y a 20 ans, il n'y avait aucun service. Donc, il y a des groupes, 4, 5, 6 personnes qui ont dit on a besoin d'un organisateur communautaire pour nous aider à nous structurer et à développer des réseaux d'entraide. Les aidants naturels, là, ça, c'est beaucoup le milieu, les intervenants, les groupes de personnes âgées qui disent, là, il y a un problème, il ne se passe rien au niveau des proches aidants. Et là, oui, moi, je vais travailler souvent avec des leaders du milieu ou des directeurs ou des coordonnateurs d'organismes pour essayer de mobiliser les gens pour qu'ils se réunissent. L'exemple, un projet que j'ai beaucoup aimé, que je travaille depuis plusieurs années, les proches aidants ou les aidants naturels, c'est comme ça que ça a commencé. On a organisé une fête. C'est pas compliqué, là. Tout est parti par une fête. Donc, on a fait la première soirée reconnaissance aux proches aidants de la MRC d'Assomption au début des années 2000. Ça, non. Je peux m'aller mélanger dans mes notes. Puis là, on a vraiment fait une fête. Et là, vraiment, ça l'a vraiment comme cliqué. Et on a demandé, il y a eu autour de 100 personnes qui se sont réunies, puis le party a pogné. Puis on leur a demandé, y a-t-il dans ces 100 personnes-là des gens qui veulent s'impliquer? Puis là, il y en a 12 qui ont dit oui. Puis à partir de ces 12-là, on a créé vraiment un organisme communautaire qui offre des services, mais qui offre aussi beaucoup de services d'entraide. Il y a beaucoup de liens qui s'est créé par des soupers mensuels qui sont organisés, par un journal qui est organisé. C'est un peu le classique des groupes communautaires là, qui visent beaucoup plusieurs visent à briser l'isolement, à favoriser qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des réseaux, des liens d'entraide qui se produisent entre des gens qui vivent la même difficulté. Mais bon, c'est deux aidants naturels qui se parlent ensemble. Ils vont peut-être se parler de qu'est-ce qu'ils vivent. À un moment donné, ils vont parler d'autres choses aussi. Ils vont peut-être s'aider aussi pour aller faire les courses ou développer des relations amicales ou de solidarité. Et c'est un pattern qu'on trouve dans plusieurs missions d'organismes, parce que des organismes, il y en a pour presque tous les
les problèmes, les situations psychosociales qu'une personne pourrait vivre. Il y a vraiment une multitude d'organismes. Donc, oui, c'est organisé, mais à un moment donné, oui, on est l'élément déclencheur. On essaie d'encadrer, de supporter, mais il y a beaucoup, après, un coup que c'est parti, c'est un peu comme ton projet, Annie, l'entraide spontanée, mais là, ça, oui, je peux l'avoir des fois quand il y a des fêtes communautaires ou des soupers communautaires ou des activités organisées, mais il y a des choses qui se passent en dehors du groupe. Il y a des liens qui se créent. Autrement dit, l'entraide, c'est contagieux. Je dirais probablement. Plus que le coronavirus. Heureusement. Mais quand on parle d'entraide organisée, il y a quand même, dans votre cas, il y a quand même, dans le cas des centres communautaires, je pense, parce que moi aussi, je travaille dans un centre communautaire, je travaille justement dans une popote où on prépare des repas pour les personnes pour le maintien à domicile, les personnes âgées. Donc, il y a des bénévoles qui viennent, tout ça, mais la structure, l'organisation, c'est de regrouper ces gens-là. Puis ça fait partie des choses à faire. C'est moins spontané qu'un groupe de voisins qui décident de s'entraider et de faire une ruelle verte. Là. Il y a quand même plus de structure autour de l'affaire, il me semble. Oui, c'est sûr que c'est plus structuré qu'un voisin qui décide d'aller porter un repas à son autre voisin parce qu'il est malade. Mais je comprends pas tout à fait tout. Mais c'est parce que je pense qu'il y a quand même un avantage à essayer de structurer ou d'organiser peut-être certaines formes d'entraide. Oui. Ben, moi, je pense que oui, parce que c'est mon métier. Puis, il y a beaucoup de choses qui... S'il n'y a pas... moi, je ne travaille jamais tout seul. Oui, des fois, j'ai des bonnes idées, puis j'essaie de contaminer les autres, là, mais un organisateur communautaire, ou peu importe, pour développer des réseaux d'entraide structurés, ça prend une couple de personnes. Ça prend des leaders du milieu, des gens qui ont une connaissance de leur communauté, qui sont capables aussi de faire un peu d'avoir une certaine crédibilité auprès des bailleurs de fonds parce que ça prend de l'argent à un moment donné. En tout cas, la plupart du temps, ça en prend un peu. Ça prend des gens qui vont être payés pour travailler à mobiliser les gens, à structurer les actions, à avoir du temps pour le faire. Parce que sinon, oui, ça peut se faire de manière spontanée, mais dans moi, ce que je vis, c'est si je donne d'autres exemples, souvent ça part, moi, parce que de mon expérience, c'est qu'il y a des nouveaux phénomènes, des nouveaux besoins qui se produisent. Les aidants naturels, on n'en parlait pas il y a 20 ans. Ça, c'est à cause de la chronicité des maladies fait en sorte que les gens vivent plus longtemps puis que les proches, ben il faut qu'ils s'occupent. Les gens, ils vieillissent plus longtemps puis ils sont malades plus longtemps. Donc là, les proches sont plus mobilisés. C'est pour ça qu'on a... Puis aussi, il y a des changements dans les modes de vie qui font en sorte qu'il y a des nouveaux besoins qui émergent. L'immigration dans la MRC d'Assomption, il n'y avait presque pas. Donc, à un moment donné, il y a une dizaine d'années, bien là, il commence à avoir le phénomène de personnes qui migraient à Repentigny, qui venaient de Montréal ou qui arrivaient directement à Repentigny. Puis là, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des groupes qui recevaient, des groupes, par exemple, d'employabilité ou d'autres groupes recevaient des demandes. Puis là, ils ne savaient pas trop comment intervenir, comment supporter ces personnes-là. Et là, OK, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, 3-4 organismes avec moi, OK, qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème? Pour améliorer le soutien aux personnes immigrantes, pour que les personnes immigrantes qui sont dans la MRC d'Assomption soient moins isolées, qu'ils puissent connaître aussi les services. Là, ça part souvent d'un nouveau besoin. Et là, il y a différentes étapes par la suite, là, mais à un moment donné, il faut réunir ce monde-là pour les consulter.
bien beau m'occuper des personnes immigrantes, je veux bien savoir, eux autres, qu'est-ce qu'ils en pensent, puis c'est quoi qu'ils ont leurs besoins. Et il y a toujours la question de briser l'isolement aussi, puis de créer des réseaux, qui est la base du mouvement communautaire. Oui, donner des nouveaux services, mais revendiquer des nouveaux services, mais il faut que les gens, à un moment donné, il y ait un genre de collectif de personnes qui se mettent ensemble pour créer un genre de force, puis dans tout ça, s'entraider aussi, puis briser leur isolement, créer des réseaux d'entraide. Mais toi, Yvon, dans ta job d'organisateur communautaire, ce que je comprends de ton métier, parce que ça reste quand même quelque chose d'un peu mystérieux, là. Ouais. Toi, tu es là pour faciliter finalement, pour soutenir puis faciliter Moi, je travaille quasiment. Nous autres, les OC, au début, on travaille quasiment tout le temps avec. C'est beaucoup des citoyens, des bénévoles. C'est ça, hein? C'est les gens qui vivent la situation au départ. Et là, nous autres, on est payés pour soutenir la mobilisation, pour faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse se structurer légalement. Parce que, bon, oui, c'est sûr, moi, je suis là-dedans. La création d'un organisme communautaire légal, parce que si elle n'est pas légale, elle n'aura pas de subvention. Toutes les pratiques citoyennes, comment consulter, comment organiser l'organisation, parce que la base du mouvement une des grandes valeurs du mouvement communautaire, c'est la démocratie. Donc, comme je disais un peu tantôt, il faut les consulter, il faut qu'ils fassent partie prenante le plus possible des décisions qui pourraient se prendre dans un conseil d'administration. Donc, c'est un peu le modèle là, assez classique, je dirais. Là. Il y a une organisation qui est gérée par un conseil d'administration de bénévoles qui habituellement sont concernés par la mission, par la problématique le plus possible, puis qui sont capables de prendre des décisions. Dans le fond, c'est eux, les personnes qui vivent la problématique. Je parle tout le temps de problématique, je n'aime pas même ça, là, mais les personnes qui vivent la situation, c'est eux qui sont les plus aptes à décider que c'est quoi les solutions pour eux. Donc, c'est un peu la logique là, du mouvement communautaire, je dirais. Puis là, bon, il y a toutes les assemblées générales, puis les comités de consultation, puis des manières de consulter les membres pour... Mais ça, c'est vraiment la structure. Moi, on parle d'entraide. L'entraide, ça se passe à travers tout ça. Ça se passe dans les cafés-rencontres, ça se passe dans les activités pour socialiser, les activités aussi qui vont faire en sorte que les personnes, bien, si on organise une activité d'autofinancement, par exemple, fait que là, qu'on demande on demande à la gang de venir nous aider, bien, dans l'action, il y a l'entraide qui se passe aussi. Mais je ne suis pas sûr que je t'ai répondu sur qu'est-ce que ça fait un organisateur communautaire, là, mais ça fait... J'essaie de le synthétiser, mais dans le fond, tu fournis un cadre qui va faciliter la mobilisation puis les actions, tu vas les aider à clarifier c'est quoi leur direction. C'est eux qui vont trouver les solutions. Nous, dans le fond, on est des généralistes qui savent comment faire des consultations, comment aider les gens à identifier leurs propres besoins, comment réseauter les gens, comment s'organiser démocratiquement, trouver le financement. Donc, nous, même quand il arrive le temps d'engager quelqu'un, on va les conseiller dans leur plan au niveau des ressources humaines, on va les conseiller aussi dans leur plan de communication. Donc, on est des généralistes qui touchent à peu près tout ce qui peut entourer la vie d'une organisation. Alors, si on s'imagine dans un contexte d'effondrement, OK? On est dans le monde des idées, là, on jase, là. OK? Le système s'écroule. Et là, il y a plein Attends, laisse-moi finir 2 secondes. T'es trop passionné, là, Yvon. Je te mets un scénario, OK? Il y a des nouvelles problématiques qui apparaissent dans la population parce que là, on vit un vrai crash là, du système. Là. Et là, il faut s'organiser. Je me souviens qu'on a déjà parlé de ça parce que Yvon et moi, on se connaît. Là. On a déjà eu
des conversations là-dessus, puis on parlait de collapsologie, puis de scénario d'effondrement, puis je disais comment est-ce que moi, dans mon imaginaire, je voyais les besoins qui étaient pour émerger, puis de quelle façon il fallait que les gens se mettent ensemble puis s'entraident, la nécessité de l'entraide pour qu'on puisse traverser ça. Puis on parlait de toutes sortes de scénarios, puis je me souviens, Yvon, que tu m'as dit, « Ben oui, mais ça, c'est de l'organisation communautaire, ça! » C'est ça que tu m'as dit, puis moi, j'avais flashé là-dessus, j'avais fait comme, « Ah ouais, c'est de l'organisation communautaire! » Fait que toi, comment tu verrais ça, une organisation communautaire, dans un contexte d'effondrement où il n'y a plus de possibilité d'aller chercher des subventions, former une OBNL avec sa forme légale, ça fait plus de sens, mais là, il faut juste s'organiser. C'est quoi les outils que tu aurais à proposer? Se joindre à la maison du bonheur. Oui! Ben là, si Internet ne marche pas, ça ne va pas marcher, ça non plus. Moi, je pense que dans toute situation où les gens ils ont des vulnérabilités ou qu'il y a des besoins au niveau, par exemple, de l'alimentation. Dans une situation catastrophique, dans une situation où les gens sont en situation de vulnérabilité, c'est clair que faut pas, ça serait pas de s'isoler qui serait la solution. Puis, je veux dire, l'entraide, je suis un gars assez optimiste dans la vie. Je pense que il y aurait encore besoin que les gens puissent, au niveau de l'entraide, de s'organiser puis d'avoir une certaine ordre là, dans comment on va s'organiser. Quand je dis ordre, on se comprend bien. Là, faut pas que ça sera peut-être ça sera sûrement pas dans le chaos qu'on pourrait trouver des solutions collectives à un problème collectif. Donc, il y aura besoin, d'après moi, peu importe la situation, qu'il y ait des gens qui qui ont des connaissances à différents niveaux, qui peuvent mettre ensemble leurs compétences pour essayer d'aider le plus de personnes possible. Puis là, oui, un organisateur communautaire pourrait se servir de ses compétences pour animer ou identifier avec ses amis qui connaissent d'autres amis. OK, Marie-Jacques, elle est bonne là-dedans, puis Hélène est bonne dans d'autres choses, puis toi, mais Hélène, t'en connais un autre. Qu'est-ce qu'on fait là, pour... Donc, puis comment on prend nos décisions, parce que même si on est tout du monde intelligent, il va peut-être en avoir quelques-uns dans la gang. Donc, comment on peut animer j'aime pas les mots que j'utilise, nos consultations, mais comment on peut faire en sorte que la décision qu'on va prendre, ça va être la meilleure. Donc, là-dedans, c'est sûr qu'en organisation communautaire, on a des compétences là-dedans. Est-ce que dans les... Ben, moi, je trouve ça intéressant dans le sens où ça me questionne par rapport à ce que tu vois dans tes groupes. Moi, ce que je perçois un peu de ce que tu fais, c'est que tu démarres des groupes qui doivent quand même arriver à se prendre en main après. Oui, on favorise l'autonomie. C'est ça l'objectif ultime. Puis dans ces groupes-là, est-ce que c'est vraiment, comment dire... parce que là, tu parlais, après un effondrement, qu'il faudrait que les groupes s'organisent puis que chacun y aille selon ses compétences. Puis, je ne parlais pas des groupes communautaires, là. Hein? Non. Mais dans les groupes communautaires, dans les groupes qui se forment, même avec un même besoin, que ce soit de soutien en tant que proche aidant ou des trucs comme ça, chaque personne a quand même une identité propre, une personnalité propre, puis des compétences différentes d'une personne à l'autre. Ce qui fait qu'à l'intérieur, même d'un groupe comme ça qui est structuré, chacun doit arriver à prendre sa place. Est-ce que ça se passe dans le monde actuel dans lequel on est, là? Est-ce que c'est comme ça que ça se développe? Ou si c'est très rigide comme façon de fonctionner? Ah, là, il y a une multitude de modèles, ça dépend des... OK.
Je veux dire, il y a des groupes qui fonctionnent peut-être plus. Non, je dirais. Non, ben, je veux dire, il y a différents modèles. Il y a des groupes qui sont un petit peu plus rigides. Ça dépend de qui est là aussi. Les CA, ils se transforment avec le temps. C'est pas tout le temps les mêmes personnes. Je dirais que dans la plupart des groupes, les valeurs de démocratie ou de solidarité, de respect, ça fait partie des valeurs du mouvement du milieu communautaire. Oui, je dirais en général, je pense que ça se passe de manière assez souple. Ben, c'est sûr qu'il y a tout le temps des. Surtout que tu es plus qu'une personne, il y a des. Même tout seul, on se chicane. Non, c'est ce que j'allais dire. Mais je comprends que toi, tu travailles dans l'Assomption. Ouais. Il y a une plus grande densité de population peut-être que dans le nord de la Naudière. Toi, tu es plus dans le sud. Est-ce que c'est plus difficile, tu penses, quand c'est plus un milieu de ville qu'un milieu rural, l'organisation communautaire, ou c'est juste différent? Moi, je dis que c'est plus juste. difficile, plus facile ou juste différent? J'aurais tendance à dire que c'est assez différent. C'est plus différent, c'est-à-dire. Je travaille plus à la Repentigny. Oui, je pourrais travailler dans le fond, les groupes. Moi, j'aurais tendance à dire que des fois, il y a peut-être les liens de solidarité sont plus faciles à développer en ruralité, là, mais je le dis vraiment de visu. Parce que les gens se connaissent plus déjà en partant. Ils se croisent plus. À Repentigny, ils se croisent des fois, peut-être une fois par mois, puis ils ne se reconnaissent pas. Là. Donc, le fait que les gens se connaissent plus dans des petits villages. On va revenir à mon idée de tribu, là, où est-ce que quand on est dans des plus petits groupes, c'est plus facile de gérer les rapports humains, puis l'entraide se développe peut-être un peu plus facilement dans ces milieux-là. Oui, probablement. C'est une piste à explorer. De là, peut-être que des plus grands groupes, la nécessité d'organiser est plus, elle s'impose plus, peut-être. Oui, puis de structure, puis de. Ouais. C'est ça, moi, quand je parle beaucoup, je parle vraiment du milieu communautaire. Il y a une logique là-dedans. Il y a comme un modèle qui existe depuis 40 ans. C'est mon vécu, moi, c'est mon travail. Je pense qu'effectivement, dans les milieux plus larges, plus il y a d'individus, plus il faut qu'il y ait une structure autour parce que sinon, on ne se reconnaît pas, on ne se retrouve pas, on est comme juste un peu perdu dans une espèce de masse informe. Moi, pour avoir vécu à Montréal, je sais comment je ne connaissais pas mes voisins qui étaient pourtant à quelques pieds de moi, là, quelques mètres à l'époque, à peine plus de 2 mètres. Puis maintenant que je suis à 1 kilomètre tout seul dans le bois, je connais plus mes voisins qu'à l'époque où j'étais à Montréal. C'est bizarre que tu donnes cet exemple-là parce que moi, j'ai habité dans un quartier à Montréal, Hochelaga Maisonneuve, puis il y avait beaucoup d'entraide de proximité. Même, oui. Puis, oui, je les connaissais, mes voisins. Est-ce que tu étais en condo, Annie? Loft, là, mais j'étais quand même dans un milieu qui était quand même assez défavorisé. Là, mais oui, il y avait beaucoup d'entraide. Moi, en tout cas, je le voyais là, au quotidien, là, dans mon coin. C'est toi qui attires ça. Oh. Oui, ça a l'air. Elle le crée. Ouais. Oui, c'est son karma à Annie, l'entraide. Mais moi, j'ai remarqué à Montréal, pendant la période où j'habitais en condominium, que la petite communauté, c'était 2 triplex là, qui étaient collés. Fait qu'on était 6 condos. Fait que forcément, on se rencontrait souvent parce qu'il fallait qu'on négocie plein d'affaires. Fait que là, il y avait vraiment comme une micro-communauté qui s'était faite, puis on s'entraidait beaucoup, les 6 ensemble. Là, mais c'est ça, en appartement, c'est plus facile de rester chacun chez soi, je pense, quand tu es locataire. Là,
Mais c'est ça, peut-être c'est l'ADN d'Annie qui fait ça. Ouais. Moi, c'est une chose que je retiens, en tout cas, de ce que tu as dit, Yvon, c'est que peut-être le point de départ, c'est le party. Ah, ouais. Les fêtes de quartier, ça a eu des tentatives d'en faire. C'est sûr qu'on vit vraiment dans une société de plus en plus individualiste. Quand on était jeune, on parlait quand même, les voisins se parlaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Moi, dans mon temps, mon père il était ami avec les voisins, il prenait une bière avec les voisins, on jouait avec les voisins. Maintenant, même à Joliette, c'est bien différent. C'est pour ça que toute la question des communautés bienveillantes, c'est quelque chose qui m'allume là, au niveau professionnel, là, mais aussi là, parce que ça me plaît d'organiser ça là, à Repentigny. Je pourrais le faire dans mon coin aussi, mais je vais le faire plus au niveau du travail. Mais dans le fond, on est même plus capable. Les gens, ils disent même plus bonjour. Donc, en partant, quand je suis allé travailler en Afrique, c'est inimaginable là, pour un Africain de passer devant quelqu'un, pour une personne du Niger de passer devant quelqu'un sans le saluer ou d'être assis dans un restaurant ou dans une cantine sans parler à la personne qui est assise à côté de lui. Ils ne peuvent pas s'imaginer ça. Donc, c'est sûr que quand les personnes migrantes arrivent, de certains pays arrivent au Québec ou au Canada, puis qu'ils voient comment on est rendu individualiste, puis qu'on ne se préoccupe pas là, de même pas saluer celui qui passe devant nous, je trouve ça un peu capoté. Tu nous donnais plus de détails sur la communauté bienveillante? Ben, dans le fond, pour moi, oui, dans le fond, je travaille beaucoup avec les personnes qui sont des personnes aînées vulnérables. Un peu comme les projets là, de protection des comment que parents secours. Donc, dans le fond, là, on aimerait faire en sorte que dans des endroits où il y a des personnes âgées un peu plus vulnérables ou isolées, de favoriser. Là, c'est pas en groupe, c'est avec des partenaires, de faire en sorte qu'il y ait des équipes de bénévoles qui pourraient aller les saluer de temps en temps, aller leur porter, m'amener des biscuits, des gars, peu importe, des muffins, peu importe, un cadeau, et développer un petit peu les sortir de leur isolement, puis aussi contaminer les autres voisins pour qu'ils se préoccupent aussi, puis des personnes qui sont isolées. Ça, c'est un projet là, que j'ai beaucoup là, à cœur pour que je compte bien travailler pour les prochaines années si l'effondrement n'en a pas lieu. Ou après. Avant, pendant, après, c'est tout bon. C'est ça. C'est toujours gagnant. Puis c'est quelque chose que moi, que j'observe justement sur le groupe d'amis d'Annie, sur la Maison du Bonheur. Il y avait il me semble que c'est Ève qui a fait ça, ou je l'ai juste vu sur son profil Facebook à elle, personnel, là, mais il y a quelqu'un dans le réseau d'Annie, de cette gang-là, qui fait ça, qui dit « OK, moi puis mes enfants, on a fait des cookies, les enfants, ils ont fait des dessins avec des arcs-en-ciel, on se cherche une personne âgée chez qui aller porter ça sur son balcon, qui a une maman ou un papa qui vit tout seul dans le coin ici, qu'on pourrait aller leur porter sur le balcon. » Et là, il y a des gens qui lèvent la main et qui disent « Oui, va porter à telle personne, telle adresse, elle est toute seule. » Puis là, elle part avec ses enfants. Ça se fait en ce moment à cause de la COVID-19. J'avais jamais vu ça avant. C'est quand même intéressant. Hein? Il est à peu près temps qu'on le fasse. Wow. Puis on va espérer que ça va durer dans le temps. Ouais. Que ça continue, oui, exactement. Je suis curieuse de savoir, Yvon, en ce moment, chez les organisateurs communautaires, c'est quoi l'impact de la crise du coronavirus? Qu'est-ce que vous observez sur le terrain par rapport à votre travail? Là, en quoi ça change votre travail puis celui des groupes communautaires? Moi, personnellement, j'ai été réaffecté à d'autres tâches, là. Mais j'ai mes collègues, je suis quand même au courant de ce qui se passe là, sur le terrain.
Je dirais que la majorité des groupes, il y a les groupes qui sont plus. Les groupes qui font des services, on va dire, dits essentiels, là, je ne sais pas trop comment les appeler, mais il y a des groupes qui sont encore très actifs, les groupes au niveau de l'aide alimentaire, les banques alimentaires, la popote, vous autres, vous avez marché encore, Hélène, votre popote? Plus que jamais, mais 100% de nos bénévoles ont changé OK. parce que 85% des bénévoles qui travaillaient avec moi avant la crise avaient 70 ans et plus. Puis là, c'est toutes des personnes plus jeunes qui ont perdu ou en tout cas que leur emploi a été suspendu. Là. Ouais. Et il y a du monde de l'organisme communautaire, du centre bénévole qui allaient normalement faire des ateliers ou rendre des visites à des personnes âgées qui ne peuvent plus le faire, puis qui là viennent aider en cuisine ou font des livraisons parce qu'on n'a pas suffisamment de bénévoles pour faire les livraisons. Alors, il y a tout ça. Ça a quand même créé un peu de remous, là. Oui, c'est ça. Il y a eu une action là, qui s'est faite là, dans la Nodière pour que les services, que les banques alimentaires, les papas roulantes, considérant exactement la même chose. Mais ça a été organisé, ça, dans le fond, par des organisateurs communautaires avec la table régionale des organismes communautaires, entre autres, là, pour faire en sorte que les groupes, les travailleurs qui avaient perdu leur emploi ou qui étaient payés pareil, là, ben, qui puissent aller aider les services de base, là, comme l'alimentation. Donc, il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé là, assez rapidement. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as vu. Oui. Là, Oui. Puis ça change un peu tout le temps aussi, là, mais effectivement, il y a de la réorganisation constante. Puis la demande a augmenté d'ailleurs. Donc, c'est une des raisons pour qu'on est en réorganisation constante parce qu'effectivement, la demande croît et il faut être capable de répondre à cette demande-là. Il y a d'autres groupes aussi, les groupes d'hébergement ou les groupes pour les itinérants, ils sont encore actifs. Puis la plupart des groupes qui ont arrêté les services de café-rencontre ou d'atelier ou qui avaient des réunions, ben, ils font du télétravail, ils maintiennent le lien avec les personnes, soit par Facebook, soit par téléphone, soit par. Ils sont encore actifs là, pour supporter, je ne sais pas moi, les personnes qui sont les personnes qui ont des besoins ou qui ont un sentiment d'appartenance à leur association. Ça, ils continuent tout, presque toute la gang. Donc, finalement, tout le monde, tous les services sont adaptés. Ben, dans le fond, je sais pas moi, les associations, une qui ne me chicanera pas si je parle des autres, l'association des malentendants, mais dans mon coin, eux autres, ils continuent à voir si leurs membres vont bien. Il y a des appels ou des téléphones ou des messages de Facebook là, de temps en temps. Donc, la plupart, c'est un peu le pattern là, qui se continue. Dans ces secteurs-là, les aidants naturels, c'est la même chose. Ils sont disponibles. C'est sûr, les aidants naturels, ils sont quand même un peu oubliés là, dans la pandémie, un peu, là, parce qu'il faut qu'ils continuent quand même. Il y a des personnes qui en ont besoin de leur garçon ou de leur proche aidant, du membre de la famille qui va les aider, qui va leur porter à manger, qui va des fois les aider à s'habiller ou peu importe. Il y a des choses qui continuent pareil. La personne qui a la maladie d'Alzheimer et qu'elle a besoin que son mari l'oriente ou ils sont pris un peu dans cette situation-là. Oui, puis les services de répit pour les aidants naturels sont comme cancellés aussi. Ça se peut. Je ne suis pas sûr à 100%, mais ça se peut. Ouais. Donc, qu'est-ce que je trouve? Tu me disais comment ça va transformer. Donc, pour le reste, ceux qui continuent, ben, c'est à peu près ça. Comme ça que j'étais assez précis. Oui, ça répond bien. Merci. Il n'y a pas. C'est sûr que là, il n'y a plus vraiment de nouveaux. En tout cas, il n'y a pas trop de nouveaux projets à part ce qui s'est mis en place pour organiser les services essentiels.
Il n'y a plus d'action politique parce que le milieu communautaire font de l'action politique. Il n'y a plus de consultation, il n'y a plus de réunions, il n'y a plus... Oui, il y a des rencontres qui se font là, avec Zoom, là, un conseil d'administration ou des consultations un peu de la MRC, tout ça, que là, les différents acteurs socio-économiques se parlent encore. Mais moi, je ne suis pas là. Mais il n'y a plus de grande activité. Bon, vous savez comme moi. C'est un peu arrêté. Là. Beaucoup de projets qui ont été mis en suspens. Ben, pour peut-être faire un retour là, sur l'aide spontanée, l'aide organisée, finalement, est-ce qu'il y aurait comment on pourrait dire, une façon d'amalgamer ça, de dire il y en a un qui se prête plus à des situations de plus petits réseaux, peut-être, puis peut-être moins des personnes, parce que ce que moi j'entends peut-être du côté d'Annie, c'est que c'est pas tant des personnes qui sont dans le besoin. Il y en a beaucoup qui ont quelque chose à offrir aussi. Fait qu'il y a comme une espèce il y a une plus grande diversité, en fait, de personnes à l'intérieur de ce réseau-là que peut-être dans des réseaux plus organisés comme dans le milieu communautaire où là, ça se regroupe selon un besoin particulier. Puis là, tu as besoin de plus de soutien peut-être de l'extérieur pour démarrer parce que justement, il n'y a pas autant de ressources à l'intérieur même du milieu qui a ces besoins-là. Oui. Est-ce que ça vous ferait du sens? Moi, je dis, en tout cas, pour notre groupe à nous, je pense que c'est dans l'organisation qu'il y a la spontanéité, puis c'est dans la dynamique qu'on a créée que les gens osent demander aussi. Parce que on a dans la gang, il y a des gens qui vivent des situations difficiles au quotidien. Puis j'ai réalisé que depuis 1 an au moins, il y en a qui osent demander. Ils osent demander parce que on dirait que les balises qui ont été mises dès le début font que les gens ne se sentent pas jugés. Puis il y a toutes sortes de monde, les gens qui sont à l'aise, il y en a qui ont des petites familles, puis là, ils ont besoin d'aide, il y a plein de situations qui se présentent, puis je pense qu'il y a toutes sortes de catégories de monde dans notre groupe, puis ça a fait une belle amalgame, puis je pense que la dynamique qui a été établie au début pour le respect, l'entraide, le partage, le réseautage direct, mais on dirait que tout le monde est sur le même fil d'égalité pour ça, et puis les gens, j'ai remarqué qu'il y en a qui sont confortables de demander de l'aide, puis de l'aide vraiment, même une amie là, qui récemment, peut-être dans le temps des fêtes, là, qui l'a dit, là, comme « Hey gang, là, ça va pas bien, là. Puis j'ai rien à manger, puis tout ça, tu sais. » Fait que je pense que ça fait bizarre à dire, mais c'est dans cette structure-là organisée qu'il y a de la spontanéité qui s'est présentée. Je ne sais pas si ça a du sens. Oui, je comprends. Oui. Ça prend une certaine structure pour pouvoir faire ça freestyle. Oui, c'est ça. Je pense que des fois, l'aide spontanée, c'est qu'on les gens qui la vivent, ils en sont conscients, mais les gens qui sont à côté ou en tout cas qui n'en ont pas vraiment connaissance, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'aide spontanée qui se passe là, dans les groupes communautaires structurés. J'aime bien ton idée, Annie. Oui, les groupes fermés, je vais le suggérer à mes groupes là, que j'accompagne. Je pense que ça peut créer beaucoup. Souvent, ce que je vois, c'est que c'est le groupe communautaire qui envoie de l'information ou que la personne demande, mais en mettant toute l'association dans un groupe fermé, ça pourrait créer encore plus d'entraide. C'est un sentiment de sécurité puis de... Oui, c'est ça. De la confiance, de la sécurité, même si tu ne connais pas tout le monde dans le groupe. En tout cas, il me semble que j'ai ce feeling-là que
que les gens se sentent confortables maintenant. Mais en tout cas, pas jugés. Ah. Oui, moi, je pense que même dans c'est ça, dans les réseaux numériques comme ça, où tu ne rencontres pas nécessairement les gens de visu quand tu te joins à un groupe Facebook, juste de voir par les choses qui ont été publiées puis les commentaires qui ont été émis, tu sens la vibe de c'est qui la gang ou Oui. c'est quoi les valeurs qui sont mises de l'avant par ce regroupement-là. Puis tu vas tout de suite savoir si tu peux lâcher être vulnérable, puis être toi-même, puis être en confiance. Tu sais que tu ne seras pas jugé ou que ou tu vas dire « Oh, je suis peut-être mieux de me garder une petite gêne, puis pas trop me dévoiler ici parce que je suis pas sûre que ça va bien se passer. » C'est fou comment est-ce que même les médias numériques, ils révèlent beaucoup, je trouve, d'une culture de groupe. Ouais. C'est assez phénoménal. Puis on le voit avec la COVID-19 aussi, il y a plein de groupes en ce moment qui pop. Oui. Moi, je les vois beaucoup passer, les groupes en lien avec l'autosuffisance alimentaire, là, entre autres, là, des groupes de soutien en jardinage. Ça s'organise tant au niveau de la petite municipalité que du Québec au grand complet. Puis c'est super intéressant à voir aller, là. Ouais. Ben, dans ce qui se passe en ce moment, ma seule crainte, ou mon appréhension, je ne sais pas si c'est appréhension de bon terme, mais oui, il y a plein de petits groupes qui popent là, un peu partout, d'entraide, puis il y a des groupes, c'est spontané, tout ça, mais je me demande si là, ils font ça, ce groupe-là, pour s'entraider, mais demain, quand ça va être terminé, la COVID, est-ce qu'ils vont être encore là, ces groupes-là? Ça, moi, je me questionne parce que oui, le petit groupe pour OK, on va faire un petit potager communautaire, on va faire ci, ça. Mais demain matin, est-ce que ces gens-là vont s'en aller chacun de leur côté faire leur potager puis ils n'iront plus voir le voisin comment il va? Tu sais? Je me demande, j'espère qu'à travers tous ces beaux élans de solidarité-là puis de petits regroupements, que ça va se poursuivre et que les gens vont voir qu'on a besoin. Mais j'ai comme une petite, je ne veux pas être négative, mais j'ai comme une petite appréhension de voir que les groupes après qui vont comme éclater, puis ça va finir là quand la COVID va être partie. Ouais, il faudrait qu'ils prennent goût quelque part. Oui. Ouais, c'est ça. Faut que le party pogne. Ah, Même si on ne peut pas se voir, hein, tu sais, de proche, il faut trouver le moyen de faire en sorte que ça crée des souvenirs auxquels les gens vont s'attacher puis qu'il y ait des nouvelles relations. Mais s'ils ont une expérience qui est valorisante puis qui se retrouve dans un groupe comme le groupe d'Annie, par exemple, là, mais s'ils s'en créent d'autres, tant mieux. Je pense que les gens vont apprécier ça puis ils ne vont pas vouloir laisser tomber ce genre de situation, de possibilités-là de s'entraider puis de s'épauler puis de faire des parties parce que ça fait partie d'eux. D'ailleurs, Annie t'organise un potluck chaque année chez toi. Puis je suis allée aussi à un autre potluck qui avait été organisé pour faire des échanges de plantes, de semences, des trucs comme ça. Fait qu'il y a effectivement, à côté du groupe Facebook, il y a quand même des rencontres en personne aussi qui se passent là, où on célèbre le groupe en tant que tel, là, juste pour le plaisir de se retrouver aussi. Hein. puis après, peut-être qu'on va pouvoir revenir à un moment donné, si tout ça se termine, à se rapprocher. Puis c'est sûr que là, il va y avoir des fêtes qui vont se créer spontanément. Le monde va avoir un sentiment de party, là, C'est une clair. tartine de passer longtemps. Mais si ça ne se fait pas, puis si ça dure plus longtemps, il va falloir se trouver des façons de revenir à l'esprit de la fête autrement. Je sais, puis je ne les vois pas pour l'instant, là, je dis ça comme ça, mais on ne pourra pas rester éternellement dans un état de confinement négatif. Là. Il va falloir se trouver. On va avoir l'imagination de trouver ça parce que c'est comme Yvon l'a dit au début, lui, ses projets ont parti avec les fêtes. C'est super important, ça, pour rassembler et réunir le monde. Là. Oui, puis de tisser,
de tisser ça dans des gestes positifs, du concret. Oui, il y a des choses en parallèle qui ne vont pas bien. Oui, il y a des choses négatives qui se passent, mais de pas te nourrir de ça, mais de garder le côté positif des choses sans être naïf. La réalité, on la connaît, tout ça. Mais d'aller, de tricoter là, des mailles serrées là, de choses positives, ça va faire que il y a du concret qui va se construire, puis ça va être contagieux. On va faire 2 jeux de mots en ce moment, là, mais si ça peut être contagieux, si ça peut être contagieux, ces mailles de bonheur-là, puis de choses positives, puis d'actes positifs, ben, j'espère que les gens vont voir que oui, il peut y avoir des effondrements, oui, il va y avoir des affaires qui vont se passer, qui vont nous faire mal, puis que ça va être difficile à voir, mais si en parallèle, on est capable d'avoir cette base-là positive, puis ben, il me semble que ça va aider à équilibrer ou au moins voir que ben, oui, il y a de la lumière au bout du tunnel, là, ça va bien aller. Ça va bien aller. C'est le mot d'ordre ces jours-ci. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. En parlant de mots d'ordre, on a toujours l'habitude de trouver un mot qui nous a frappé ou quelque chose qui cerne un peu l'idée de ce qu'on a discuté toute la soirée. Est-ce qu'il y en a quelqu'un parmi vous qui ont identifié un mot qui a été dit souvent ou qui... je sais que Marie-Jacques, des fois, tu prends des notes. Ouais, moi, j'ai juste un mot. À soir, c'est le mot party. Ah, c'est Le ça, mot party! Je pensais à ça, la fête aussi. j'ai dit, C'est sorti Moi depuis aussi. assez longtemps. j'ai Bon, dit, je vais dire potluck, mais Potluck, ah ouais. ouais. Ben, party, ça inclut les potlucks, là. oui. Oh, ouais. OK. Fait que notre mot secret, ça serait le party. Ouais. Fait On que va faire un party quand ça va sortir, quand ça va être fini. pour les gens qui écoutent, si c'est la première fois que vous écoutez le podcast des pissenlits, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez écouté jusque maintenant, faites-nous le savoir en écrivant le mot party en commentaire. Que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, là, écrivez party en commentaire, comme ça on va savoir que vous l'avez tout regardé jusqu'à maintenant. Fait que voilà. Oui. Puis peut-être répondre à une question comme ou parler d'une action que vous faites, que vous avez fait dans la semaine passée ou que vous prévoyez faire dans la prochaine semaine pour aider un de vos voisins ou quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Donner des exemples de qu'est-ce que ça vous inspire de parler d'entraide organisée et désorganisée, spontanée. Est-ce que vous avez l'occasion d'en profiter pendant qu'on est un petit peu plus tranquille, moins un peu dans la course folle? Fait que ce serait ça. On va se faire un petit party d'entraide sur Facebook pour l'instant. Ben, moi, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose à part travailler. Puis, j'ai fêté à ma fille un gros, cet épisode documentaire. J'avais envie d'aller voir ce que Magali m'avait envoyé par Internet, mais ma connexion était tellement mauvaise que juste remplir le formulaire de PCU pour ma fille, ça a pris 3/4 d'heure, puis je suis en train de venir fou. Fait que je me suis tenu loin les soirs de semaine de la navigation Internet. Puis ça a été une semaine tranquille, mais je garde ça en tête parce que ça m'intéresse beaucoup. Puis peut-être cette semaine, on va y aller plus. Est-ce que tu as fait d'autres, je suis curieuse, Dominique, si tu as fait d'autres livraisons d'épicerie? Non, je m'attendais à avoir des appels, mais ça ne s'est pas passé. Fait que, peut-être que les épiceries se sont adaptées et qu'ils sont plus capables de fournir en maison parce que dans le fond, c'était ça. La personne, elle, l'épicerie n'était pas capable de livrer. Elle offrait juste la cueillette. Puis lui, ta mobilité réduite, il ne pouvait pas y aller. Mais là, peut-être que l'épicerie a réussi à s'adapter puis il a réussi à avoir ce qu'il y a parce que je n'ai pas eu d'appel. OK.
tant mieux alors si ça peut s'organiser à même l'épicerie directement. Moi, de mon côté, au niveau de l'entraide, de l'entraide directe, je ne suis pas là-dedans là, mais en ce moment, je suis en train de faire des téléphones. Je fais des contacts avec des personnes qui, entre autres, il y a une personne à qui j'ai parlé hier au téléphone qui était super tripante, une fille à Saint-Éliby d'énergie, un petit village dans la Naudière-Nord ici qui est en train de terminer de mettre sur pied toute une initiative citoyenne géniale de partage de kits de semis et de semences pour encourager une 50aine de familles à jardiner. Donc, là-dedans, il y a des gens qui savent déjà jardiner, puis il y a aussi des personnes qui n'ont jamais jardiné de leur vie. Elle fait des mariages entre les gens qui connaissent le jardinage puis ceux qui ont à apprendre comment le faire. Elle fait des mariages entre des gens qui n'ont pas de terrain pour jardiner puis ceux qui en ont de trop. Ils font ils vont chercher de la collaboration avec les commerçants. Ils ont accès à un terrain en arrière du bonichois du village. Ils font plein de choses. Ils ont demandé l'aide de leur municipalité, puis ça n'a pas fonctionné, mais ils travaillent quand même. Fait que là, c'est ça, moi, je m'abreuve de ce genre d'initiative-là. En ce moment, j'ai parlé longtemps au téléphone aujourd'hui avec le monsieur, le président d'Orteco, la société d'horticulture de mon village. Je voyais des jardins communautaires, les jardins collectifs et tout ça que ce regroupement-là chapeaute, mais je ne savais pas tout ce qu'il y avait derrière. Et fait que c'est ça, je suis en train de bouillonner des idées dans ma tête qui vont probablement un jour, j'espère, déboucher en démarche d'entraide organisée, j'espère, ou en tout cas un mix entre de l'organisation et de la spontanéité. Fait que moi, je suis là-dedans. J'étais là-dedans cette semaine, puis je vais continuer à mijoter ça dans les prochains jours. L'entraide, ça peut être aussi assez simple, dans le fond. Ça peut être, c'est juste d'offrir une présence à l'autre. Ça peut se faire de manière très spontanée au travail, ou peu importe, dans la journée, faire un saut. En tout cas, je veux dire, pour moi, c'est d'accorder une présence à une autre personne. Peut-être pas nécessairement d'avoir un geste concret à part une attention. C'est bien dit, ça. Juste un coucou à quelqu'un, tu sais, juste un coup de fil ou d'écrire « Hey, comment ça va? » Tu sais, juste ça, tu sais, un ami l'appeler « Comment ça va? » Juste ça, déjà, en partant, ça fait du bien. Surtout de ces temps-ci, de recevoir des appels, pas juste des textos. Mais nous autres, on a eu, Marie-Jacques et moi, on a eu une autre aventure. C'est vrai. Voyons comment on peut dire ça. Spontanée et née un peu d'une espèce d'indignation parce que ici, dans la Naudière-Nord, on est une région socio-sanitaire qui doit être protégée des autres régions où il y a une plus grande transmission de la COVID. Mais on se retrouve à ce que les petits producteurs locaux se retrouvent isolés puis que leur clientèle n'est plus capable de se rendre les voir alors que on trouvait que c'est pas très logique de pouvoir aller dans une super grande surface où il y a plein de monde qui touche à tout, puis qu'on n'a pas le droit de se déplacer d'un village à l'autre pour aller chez notre petit producteur où tu te retrouves à être tout seul, où tu peux même faire ta commande à l'avance, puis ils viennent te la porter dans ton coffre d'auto que tu as ouvert. Autrement dit, il n'y a personne qui touche à quoi que ce soit. Il y avait une espèce de non-sens là, qui nous a un petit peu crinqué cette semaine. Puis on a écrit des paquets de lettres, puis de courriels, puis en tout cas, on a écrit à des ministres, des sous-ministres et des premiers ministres pour dire qu'on trouvait qu'il y en avait qui étaient laissés pour compte, puis que c'était encore une fois les gros qui eux autres avaient droit de vendre toutes leurs marchandises, alors que les petits, eux autres, s'ils n'avaient pas de la nourriture dans leur établissement, ils étaient obligés de fermer les portes. Puis, comme de fait, ils ont commencé à parler de ça. J'ai entendu à la radio depuis une couple de jours là, que ouais, peut-être qu'il y a un non-sens là-dedans, là, parce que l'achat local, c'est bien beau de faire un panier bleu, là, mais
Je suis pas sûre que Costco, c'est Non. Et un achat local. quand tu vois que même dans ta région, tu as le simple apiculteur qui a de la difficulté à entretenir son rucher parce qu'il y a des ruches dans telle municipalité, puis les autres dans un autre, puis il se fait mettre des barrières parce qu'il ne peut pas aller juste s'occuper de ses ruches. Non, c'est Alors vraiment c'est un manque de compréhension totale de ce qui se passe sur le terrain. Puis c'est pourtant nécessaire pour l'autonomie alimentaire du Québec. Là, Ouais. on se fait une jambette avant même de commencer la course. Là, ça n'a aucun sens. Là. Ouais. Donc, on continue à trouver des causes à défendre et à s'entraider et à faire des petits gestes et Positif. des grands gestes. Rester positif. Oui, Oui, tout à fait. c'est clair. Mais pas rester passif. Non, non, non. Surtout pas. Puis garder un esprit critique aussi par rapport à ce qui se Ouais. passe. Là, c'est ça. Ouais. Ouais. Super, ben, c'était encore une belle soirée. Merci à tout le monde. Et merci pour Puis l'invitation. on se revoit la semaine prochaine. Ouais. Ou dans un potluck. Oui, ou dans un podcast. Dans un podcast près de chez vous. Oui, exactement. Ben, merci beaucoup à Yvon Merci. et Annie Merci. d'avoir accepté notre invitation. Fait que là, on ne sait pas encore ça va être quoi le sujet ou la date du prochain podcast, mais on est déjà en train de concocter quelque chose là, pour un prochain épisode. Alors, restez à l'affût, chers auditeurs et chères auditrices. Faites attention à vous. Passez une belle fin de semaine de Pâques si vous écoutez ça pendant la fin de semaine de Pâques ou après, peu importe. Enfin bref, à bientôt tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye.